Bonjour, Agnès Renard et moi sommes très heureux de vous retrouver. Nous marquons aujourd'hui la Journée internationale des femmes avec le professeur Henri-Jean Philippe. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à l'hôpital Cochin à Paris et vous êtes surtout ici en tant que secrétaire général d'Action Santé Femmes. Alors dites-nous tout de suite ce qu'est Action Santé Femmes. Bien, Action Santé Femmes, c'est une organisation non gouvernementale, une ONG, qui se concentre sur la santé des femmes dans le monde entier, et essentiellement dans les pays dans lesquels l'accès à des soins de santé primaire n'est pas tout à fait adéquat, pour beaucoup de raisons. Et parmi ces raisons, alors, quelles sont les principales ? La pauvreté, Alors, il y a deux types de raisons. Il y a d'abord l'accès culturel, social des femmes, donc qui ne vont pas consulter pour des raisons financières, précarité ou de niveau culturel, de niveau social. Et puis parfois, c'est l'accès, il n'y a pas d'accès aux soins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de dispensaires, ou il y a des dispensaires et des médecins, mais les moyens ne sont pas adaptés à la situation, à la prise en charge particulière de ces femmes. Alors votre association, cher professeur, existe depuis plus de 5 ans. Action Santé Femmes est en mesure d'intervenir au pied levé, je dirais, pour des missions d'urgence, de formation, d'éducation ou de compagnonnage dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique. Est-ce que peut-être on peut commencer par les actions de formation ? Quel type d'actions menez-vous et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors, en effet, les actions de formation sont les principaux types d'actions que nous faisons. En général, c'est du compagnonnage, parce qu'il y a des sages-femmes, il y a des gynécologues, il y a des médecins généralistes qui ont besoin d'être accompagnés parce que pendant une certaine période, ils n'avaient pas les moyens soit pour être formés, soit il y a du nouveau matériel qui est arrivé. Donc, on a un compagnonnage. Donc, notre objet, c'est d'être avec eux pour les aider à finalement une meilleure prise en charge. Est-ce que c'est aussi du transfert de compétences ? Vous faites du transfert de compétences ou vous faites à leur place pour prendre en charge à un moment donné un certain nombre de femmes pour faire du dépistage ou pour faire des soins ? Exemple, vous vouliez des exemples. Ouais. En RDC, République démocratique du Congo, on a une mission qui va démarrer à Kinshasa au niveau de 2 maternités. Des maternités dans lesquelles il y a 5000 naissances. À Paris, la plus grosse maternité fait 5000 naissances. Donc 2 maternités de 5000 naissances dans lesquelles l'accès aux césariennes n'existe pas. Donc il y a une volonté de créer des salles de césariennes dans ces maternités. Et donc si on crée des salles de césariennes au point de vue technologique, au point de vue matériel, au point de vue équipement, il faut que les médecins ils soient formés, les médecins, les infirmières, à ces pratiques. Donc il y a toute une organisation qui a une dimension en fait organisationnelle, qui a une dimension technique. Et donc, il faudra préparer ces missions, les accompagner pendant un certain temps. Donc, il y a des missions qui sont prévues pendant 4-5 ans. C'est ça, parce qu'il faut que l'équipe sur place soit autonome, en fait. Vous lâchez l'équipe lorsqu'elle est autonome ? Et puis, lorsqu'elle est autonome, et en plus, sinon, c'est une nouvelle pratique au niveau d'une maternité, il y a une dimension hors maternité. Bien sûr. Donc, on travaille avec d'autres associations qui, elles, agissent au niveau de la communauté pour expliquer que finalement, c'est quand même bien d'aller accoucher dans cette maternité parce qu'il y a une possibilité de césarienne si nécessaire. Donc il y a toute cette dimension. Donc agir qu'au niveau de la maternité, en général, c'est insuffisant. Donc il faut toujours les 2 dimensions, une dimension communautaire et une dimension au niveau de la maternité technique. Je voudrais vous poser une question à propos de ce que vous venez de dire là, sur l'absence de césarienne. Concrètement, ça veut dire quoi ? Il se passe quoi alors ? Mais ce qui se passe, c'est que y a des complications. Et dans un certain nombre de pays d'Afrique, le taux de mortalité est multiplié par 100 par rapport à la France. Par 100 ? Par 100. Il y a des pays du monde... Quel est le taux de mortalité en France ? C'est 8 pour... Vous voyez, c'est pour 100 000. Donc c'est beaucoup trop. Mais 8 pour 100 000. Il y a des maternités, il y a des pays du monde dans lesquels... Mortalité de l'enfant ou de la mère? De la mère. Ah, de la mère. Excusez-moi, pas de la mère. La mortalité maternelle, c'est notre préoccupation numéro 1. Après, bien sûr, l'enfant. Il y a des pays dans lesquels ce n'est pas 8 pour 100 000, mais c'est 1000 pour 100 000. Ah oui, c'est une différence absolument énorme. Et ce n'est pas un pays, c'est beaucoup de pays dans le monde. Donc il y a une action à faire. Et parmi ces causes, il y a beaucoup de causes, beaucoup de facteurs. Il y a un facteur qui est le non-accès à la césarienne. On sait que dans un pays, les recommandations de l'OMS, c'est un taux de césarienne entre 5 et 15 %. En France, c'est 20 %.
Il y a des pays dans lesquels il y a 1% de césarienne. Donc on peut dire bravo, vous êtes des beaux accoucheurs. Non, c'est parce qu'il n'y a pas accès à la césarienne. Donc notre objet, c'est favoriser les conditions pour qu'il y ait un accès à la césarienne quand c'est nécessaire. Alors, Action Santé Femmes, c'est pour venir en recours aux femmes en grande difficulté en France et dans le monde, on le voit bien. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres exemples de soins, par exemple, c'est-à-dire de prise en charge de la femme tout au long de sa vie, c'est-à-dire contraception? Est-ce que vous occupez de stérilité, de ménopause? Alors, c'est vrai qu'on agit au niveau des consultations et puis on a une action de soins en fait. Alors l'action de soins, par exemple, quelques exemples pour l'Afrique, au niveau de la maternité Albert Schweitzer, donc au Gabon, il y a à peu près 3-4 fois par an, il y a des sages-femmes ou des gynécologues de l'association qui vont pour renforcer les équipes. C'est-à-dire que pendant un mois, elles vont travailler, elles vont faire des accouchements, des césariennes, des interventions chirurgicales. Après, il y a d'autres pays, par exemple au Népal. Au Népal, il y a des maternités toutes petites, microscopiques, dans lesquelles les équipes sont parfois en compétences un peu insuffisantes pour les gestes parce qu'ils sont totalement isolés. Donc on y va pour les accompagner. Donc on fait des soins et de la formation, des soins et de la formation. Est-ce que vous avez eu dans les endroits où vous êtes passé, est-ce qu'il y a eu une mesure? Est-ce qu'il y a un meilleur accès? Est-ce que vos activités et vos efforts ont permis finalement de convaincre les femmes d'aller plus souvent consulter, d'avoir accès aux soins? Alors, évidemment, ce que vous dites est tout à fait exact. C'est la meilleure question, c'est est-ce que nos actions sont pérennes? Est-ce que finalement, il y a un changement dans les pratiques? Alors, dire que c'est toujours le cas, ça serait vraiment un mensonge. Mais il y a un certain nombre de pays où une action pendant 2-3 ans a été transformée. Et je veux dire que c'est assez bien. Ça dépend beaucoup, en fait, de nos contacts sur place. Parce que nous, on a notre culture, on a nos pratiques. Donc, une mission humanitaire, sauf cas d'urgence, sauf guerre, conflit, ainsi de suite, mais qui est dans la durée, il faut qu'on ait des correspondants sur place qui, d'abord, nous expliquent la culture, les pratiques, les contacts avec les autorités, parce qu'il n'est pas question qu'on agisse en dehors de la politique de la pays en santé maternelle. Donc à partir de ce moment-là, on peut transitoirement agir pour finalement faire franchir une étape complémentaire dans la qualité des soins. Et ça, c'est le cas. Quels sont les pays où l'accès des femmes aux soins d'ordre gynécologique ou pour la naissance, enfin, etc., est le plus difficile? Il y a beaucoup de pays, malheureusement. Il y a trop de pays. Il y a trop de pays. C'est-à-dire que... Alors, il y a des pays d'Afrique dans lesquels ce n'est pas le cas, mais par exemple au Tchad, où on intervient, tout à l'heure, je vous disais le taux de mortalité maternelle 1000 pour 100 000, c'est le cas. Et le taux de fécondité était aussi le extraordinaire taux de fécondité au Tchad est élevé. aussi, oui. En Afghanistan, c'est également 1000 pour 100 000, vous voyez. Donc ça, il y a une grosse variabilité sur un pays. On agit aussi à Madagascar. Alors après, comme vous le disiez à juste titre, il y a deux facteurs. Il y a la qualité de la prise en charge et le fait que, finalement, quand il y a beaucoup de grossesse, le risque d'avoir des complications de grossesse en grossesse est très important. Donc on a aussi des actions à Haïti, mais également à Madagascar, au niveau des écoles, dans l'apprentissage de la santé sexuelle et reproductive. Donc en Haïti, on forme des formateurs et au niveau de Madagascar, on va directement dans les écoles leur apprendre le respect de la femme, voyez, les relations sexuelles, la prévention, la contraception. Donc on a des messages qui sont les plus préventifs possibles. Parce que lorsqu'on voit ce risque, il y a des pays dans lesquels, du fait des grossesses, il y a une femme sur 10 qui va mourir. Du fait des grossesses, parce qu'elle va avoir 15 grossesses. Si à chaque grossesse, elle risque de mourir, de grossesse en grossesse, ça augmente le risque de manière considérable. Donc il y a ces deux volets, c'est-à-dire qu'il y a la prévention. Bien sûr, on respecte la volonté d'avoir des enfants dans une famille, c'est une richesse. Mais quand une femme, finalement, disparaît au moment de l'accouchement, ça peut faire 5, 6, 7, 8, 10 orphelins. Donc c'est peut-être pas un gros succès aussi. Donc notre objet, c'est contribuer à améliorer la prise en charge obstétricale, mais également peut-être expliquer, peut-être contribuer aussi à appuyer au niveau de l'éducation, parce que plus les femmes sont éduquées, moins il y aura de nombre d'enfants, et aussi le suivi obstétrical, ça a de meilleure qualité aussi. Donc il y a ces différents niveaux. Est-ce que l'arrivée du numérique, et même dans ces pays
beaucoup de population a accès à, un grand nombre de la population a accès à un téléphone mobile. Est-ce que le numérique a été est une aide notamment pour le suivi des grossesses, par exemple? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des pays, ça semble tellement incroyable sur le plan théorique, et quand on voit dans quel pays le plus pauvre qu'il soit, on voit que tout le monde avec son téléphone portable. Donc il y a des sociétés qui ont compris cela et qui ont utilisé les SMS pour faire des reconvocations. Oui. Et au Sénégal, par exemple, c'est utilisé. Donc il y a beaucoup d'endroits où ça commence à être utilisé. Je crois que c'est un moyen qui est extrêmement intéressant. Et ces opérateurs et ces sociétés qui ont développé ces outils ont une dimension humanitaire. C'est-à-dire que leurs produits sont quasiment gratuits. Vous voyez. Donc c'est vraiment, je pense que c'est très collaboratif et c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre budget et des coûts qui sont entraînés par les différentes missions que vous avez? Très simple. Voilà, on démarre une mission en Arménie et on va faire 10 missions au cours de l'année. Dans le nord de l'Arménie, dans une zone qui est un peu en difficulté, encore plus du fait des conflits. Donc le budget est de 35 000 €, c'est-à-dire 3 500 € à peu près par mission. Voilà. Et pendant ces missions, on aura 3 axes. Consultation pour les femmes les plus démunies. On aura une mission formation, accompagnant des sages-femmes et des médecins pour les techniques un peu différentes. Et le troisième point, c'est un peu particulier, on va faire ce qui est classique en France, on va faire des cours de préparation à l'accouchement. Donc on va créer ce qui existe déjà en Arménie, mais qui n'est pas développé dans ces zones-là, ce qu'on appelle l'école des mères. Et la grossesse est un moyen extraordinaire pour améliorer la connaissance des femmes, parce qu'on les voit tous les mois. Ouais. Donc c'est-à-dire que le message, le contact, la confiance qui existe entre la sage-femme, le médecin, le pédiatre, la psychologue et la femme, si au début c'est un peu incertain, mais de consultation, de séances mois après mois, ça s'établit, et donc il y a une acquisition qui se fait sur la grossesse, donc ça permet de rassurer les femmes sur le déroulement de la grossesse et de l'accouchement. Mais on va en profiter aussi, évidemment, pour améliorer les connaissances sur les soins aux nouveau-nés. Et on va profiter aussi, ce qui est un peu inhabituel en France, sur la santé des femmes, c'est-à-dire sur quels sont les signes d'alerte pour consulter, sur la physiologie, ce qui est normal au niveau de la santé des femmes, sur les dépistages. Donc ce sera un versant global. Vous voyez, c'est un peu particulier. Ouais. Et donc, ces personnes absolument formidables que vous formez et dont vous faites partie, qui partent en mission, comment vous les sélectionnez? Est-ce qu'on peut s'inscrire? Comment sollicitez-vous les équipes qui vont partir sur le terrain et d'où viennent-elles? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, mais maintenant je pense que les gens le savent, c'est que l'humanitaire, ce n'est pas des amateurs. Moi, quand j'ai commencé il y a quelque temps, première mission humanitaire au Cambodge, il y a 40 ans, j'ai calculé, avec MSF. MSF était dans une pièce comme celle-ci. Donc c'était microscopique. Donc j'étais un amateur. Maintenant, il n'est plus question d'être amateur. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui partent en mission soient des experts en France. Il faut des capacités d'adaptation. C'est-à-dire qu'on trouve souvent des choses qui sont différentes. Ouais. Il faut qu'ils aient une capacité à s'adapter à la culture et à une situation qu'ils n'ont pas imaginée. Alors comment faites-vous alors? Donc ce qu'on fait, c'est grâce aux moyens techniques maintenant, et c'est vrai que cette épidémie Covid a eu des points positifs, c'est que maintenant systématiquement on commence par une information Zoom. Donc on fait par exemple sur Mission Arménie, on a dit voilà, appel à candidature dans notre communauté, parce qu'en fait c'est une association qui est en partenariat avec le Collège national des sages-femmes et le Collège national des gynécologues obstétriciens français, donc on envoie le message. Et on a un réseau qui est quand même relativement important. Et là, ceux qui sont intéressés par la mission, on a fait des missions en Guyane aussi. Tac. Et voilà, on explique la mission. À ce moment-là, on dit si ça vous intéresse, recontactez-nous. Et après, donc on sélectionne à peu près en fonction de ce qui nous semble être opportun. Et il y a quand même des personnes qu'on recale en quelque sorte. Et puis après, on fait des missions de mise en œuvre. Et par exemple, pour la Guyane, donc on a fait un appui à la Guyane. Il y a quand même 74 sages-femmes et puéricultrices qui ont été en Guyane depuis le mois d'août pour appuyer les maternités, les 3 maternités de Guyane et les dispensaires de Guyane qui sont dans la brousse. Donc on est la plus grosse association ou institution qui a aidé la Guyane. Et bien toutes les semaines, on faisait des réunions Zoom pour dire voilà comment ça se passe, les prochains qui vont partir, et ainsi de suite. Et là, on a démarré pour l'Arménie. Et ces personnes qui sont là, elles sont quand même rémunérées pour leur travail. Elles sont bénévoles.
Oui, bénévoles. Non, on est bénévoles. La Guyane, c'est un cas un peu particulier, mais autrement, ils sont toujours bénévoles. Ah oui, et quel est le budget global de votre organisation? Le budget annuel, vous voulez dire? Oui, oui, annuel. Le budget annuel, ça dépend beaucoup de deux choses. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui, on dépend des institutions. C'est-à-dire, par exemple, on avait fait une action en Syrie dans des camps de réfugiés, et c'était le ministère des Affaires étrangères qui nous avait soutenus. Le budget était à peu près 200 000 € pour les missions qu'on faisait là-bas. On avait créé une maternité sous-tente. Donc on a fait 1200 accouchements, donc ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est des budgets assez importants. Donc ça dépend un peu des missions. En général, notre association, c'est entre 100 000 et 200 000 € à peu près suivant les années. Oui. Et vous avez des difficultés pour réunir l'argent ou les mécènes sont assez volontaires? On progresse. On Oui. progresse. On progresse parce que je pense que la santé des femmes, qui était malheureusement, je suis gynécologue obstétricien, n'est pas tellement une préoccupation. Et donc il y avait une préoccupation globalement qui était plutôt la santé de l'enfant, priorité aux enfants. Ouais. Et des enfants, c'est vrai que moi-même je suis évidemment touché lorsqu'on voit des enfants qui sont orphelins, qui sont dénutris, qui sont malades. Une femme, ça touche moins. Maintenant, il y a un mouvement un peu de défense des femmes qui est un peu différent et je pense qu'il y a un petit sentiment un peu différent. Oui, bien sûr. Est-ce que dans certains pays, vous heurtez à des obstacles en raison des traditions ancestrales ou de la religion ou de choses comme ça? C'est vrai qu'on a fait extrêmement attention à cela et en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, par exemple, quand on était en Syrie, qui était dans un camp où il n'y avait que des musulmans, et on s'occupait des accouchements. Et au début, on s'est dit, est-ce qu'il faut que ce soit que des sages-femmes, que des gynécologues femmes pour y aller? En fait, il y avait les deux, et il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire que, bon, sauf exception, bien sûr, mais même en France. Hein. Moi, en France, maintenant, je fais que de la chirurgie, mais quand je fais de l'obstétrique, j'ai été confronté de manière, en 30 ans de carrière, exceptionnellement à un veto définitif. J'arrivais toujours à convaincre. Donc, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de difficulté, non. Ouais. Alors justement, vous parliez de défense des femmes. Action Santé Femmes, c'est aussi un plaidoyer que vous portez activement, et notamment à travers des colloques avec le Sénat, sur le droit et la santé des femmes. Je crois que le dernier événement, le thème était les femmes face au conflit armé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce plaidoyer? En fait, on s'est aperçu petit à petit qu'il y avait une telle différence dans la prise en charge des femmes dans les pays. On essayait de comprendre. Et en fait, on s'apercevait que parfois les femmes, elles n'avaient pas accès aux mêmes droits que les hommes. Et lorsque ils n'avaient pas accès aux mêmes droits que les hommes, parfois ça avait des conséquences sur la santé. Donc notre idée était de mettre en avant les conséquences, lorsqu'il y avait des conséquences sur la santé, pour les hommes politiques, pour dire, écoutez, est-ce que c'est acceptable ? Par exemple, je sais pas, on en a fait un sur l'accès à l'avortement il y a quelques années, et sur l'accès à l'avortement. Et à chaque fois, on comparait la France aux autres pays, enfin, à un certain nombre de pays en dehors de la France. Et vous voyez, en France, quoi qu'on dise, on a accès à l'avortement. En ce qui me concerne, l'avortement n'est pas quelque chose de banal, pas du tout banal. Je pense que c'est toujours une souffrance, quoi que disent certaines associations. Mais au total, c'est une bonne prise en charge médicale. Et bien, dans les pays où c'est interdit, il y a le taux de mortalité multiplié par 100, pas par 2, par 100. Donc ça signifie que il faut probablement réfléchir à la légalisation de l'avortement dans ces pays-là. Sinon, parce que l'avortement aura lieu de toute manière. Vous savez, lorsqu'il y a eu la loi Veil, il y a quelques années, du jour au lendemain, il y a eu 200 000 avortements. On est 30 ans après, ou un peu plus, il y a toujours 200 000 avortements. Ça signifie qu'avant la loi Veil, il y avait 200 000 avortements, mais qui étaient cachés, avec des complications. Donc dans le monde, ça fait partie malheureusement des drames de la vie des femmes. L'avortement fait partie des situations compliquées. Et donc il faut s'en occuper. Après, on l'a fait sur la douleur. Après, on a fait au niveau du Sénat, on a fait sur les grossesses chez les adolescentes. Vous voyez ? Donc c'est le problème de la contraception, c'est le problème de l'éducation à la sexualité. Donc c'est des sujets qui sont complexes en France, complexes à l'étranger, et parfois l'exemple à l'étranger nous donne des orientations pour améliorer nos connaissances. Est-ce que les pouvoirs politiques
vous soutiennent, ils vous reçoivent lorsque vous apportez sur la table des données comparatives, comme celles que vous venez de citer sur l'avortement. Est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'il y a des chefs d'État qui vous soutiennent ensuite à la suite de ces colloques? Parfois, ils donnent un exemple. Vous voyez, il y a quelques années, on agissait au Burundi sur une complication de l'accouchement qui est inconnue en France et qui est malheureusement fréquente en Afrique, encore trop fréquente, qui s'appelle les fistules obstétricales, qui sont une espèce d'incontinence après un accouchement lié à des délabrements, pour simplifier. Eh bien, donc on avait commencé à faire des formations des médecins, on avait créé des centres de formation à Bujumbura, à la capitale du Burundi, et puis on a rencontré la première dame du Burundi à l'époque, qui m'a dit, mais c'est incroyable, d'une part, c'est incroyable ce qui existe, donc il faut en effet améliorer les conditions d'accouchement, mais que les femmes ne viennent pas vous voir. J'ai dit, ben, elles ne viennent pas nous voir, pourquoi? Parce que les femmes qui sont fistuleuses sont répudiées le plus souvent, donc n'ont plus de moyens financiers. Et donc, ce qu'on va faire, c'est je vais convaincre mon mari, président de la République, et les autorités pour que la prise en charge des fistules obstétricales soit gratuite. Donc il y a eu un mouvement politique et c'était, je pense, un des premiers pays d'Afrique à rendre la prise en charge chirurgicale des fistules gratuite. Donc vous voyez, donc il y a une écoute qui peut apparaître et au contraire, je pense qu'on arrive à convaincre les plus hautes autorités, ça agit beaucoup plus vite. Alors je voulais vous poser une question sur cet accès aux soins parce que puisque vous voyez les femmes pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire la contraception, la maternité, l'obstétrique, est-ce que c'est aussi une manière de dépister des maladies comme le cancer ou comme d'autres maladies? Est-ce que vous observez ça aussi? Alors, c'est encore un autre sujet aussi extrêmement important, évidemment, et notamment le cancer du col utérin. Parce que le cancer du col utérin, c'est particulièrement triste. Pourquoi? Parce que ça touche souvent les femmes jeunes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une prévention aujourd'hui. C'est le seul traitement préventif par le vaccin qu'on peut éviter. Et il y a des instances internationales, les donateurs internationaux, qui le mettent à disposition gratuitement des pays. Gratuitement des pays. Oui, la fondation Bill Gates. Oui, Bill Gates, Gavi, via Gavi. Donc c'est la filiation Bill Gates, donc c'est extrêmement intéressant. Donc c'est vrai qu'on essaie d'agir dans un certain nombre de pays sur cette partie prévention. Après, en attendant des vaccins, on sait que ce n'est pas facile de faire des campagnes de vaccination, il y a une mission préventive, thérapeutique. Et on essaie de mettre en place des moyens pour traiter les lésions précoces, dans des stades extrêmement précoces avec des moyens très simples, ce qu'on appelle see and treat en anglais, c'est-à-dire que, notamment à Madagascar, on a mis ça en place. C'est des consultations qui sont faites, on utilise un colorant qu'on met sur le col de l'utérus. Si c'est un aspect particulier, on traite tout de suite. Et donc simplement, cette technique-là, qui a été développée par l'OMS il y a déjà pas mal de temps, permet de réduire la mortalité par cancer du col utérin sur un pays de 50%. C'est-à-dire qu'on fait ça une fois chez une femme qui a plus de 35 ans. Alors bien sûr, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait en France, avec tous les 3 ans, ça a changé avec l'HPV, mais bon. Donc vous voyez, c'est des méthodes qu'on essaie d'enseigner et qui sont extrêmement intéressantes. Il y a des pays où ça existe déjà, bien entendu. Et en ce qui concerne les interventions d'urgence, en général, de quel type sont-elles? Alors, les interventions d'urgence pratiquées par nos collègues africains, vous voulez dire plutôt, ou plutôt par votre ONG, quoi. Par nous, ça dépend un peu dans quel contexte on va. C'est-à-dire que si on va, par exemple, au Gabon, on va être confronté à une intervention qu'on ne voit pas en France. C'est-à-dire on va avoir des hémorragies incroyables. Il y a aussi énormément de personnes qui ont des fibromes, donc ils sont déjà anémiés. Donc ça signifie que le geste chirurgical doit être vraiment rapide. Donc il y a toute une technique d'apprentissage qu'on doit faire pour ça. Et puis vous parliez du Congo tout à l'heure. Et ben, au Congo, vous savez qu'il y a le professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui a créé un centre pour la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles. Et donc, qui est un expert dans ce domaine. Et donc depuis quelque temps, donc on appuie un peu cette équipe avec des chirurgiens plasticiens qui travaillent avec moi, qui ont donc intégré l'association pour des techniques complémentaires. Et les chirurgiens plasticiens, ils ont des techniques de chirurgie réparatrice qui sont extrêmement intéressantes. Donc maintenant, il y a des actions multidisciplinaires. Donc moi, j'étais là-bas à Bukavu pour opérer à l'hôpital de Panzi, pour opérer avec des collègues chirurgiens plasticiens pour enseigner des techniques
peut-être parce qu'à deux, avec des compétences complémentaires, eh bien, on est évidemment meilleur. Une dernière question, Agnès? Une dernière question. Quel est le message que vous voudriez passer à nos téléspectateurs d'un projet à venir que vous avez envie de monter et qui n'est pas encore possible? Disons qu'il y a deux messages. Le premier message, c'est que contactez-nous. Parce que on sait qu'il y a malheureusement énormément de besoins dans le monde. Et c'est souvent comme ça, un peu par intermédiaire, qu'on s'intéresse à un projet et finalement, parfois qu'on peut le réaliser. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées, si vous êtes médecin, si vous êtes représentant d'associations, représentant de femmes. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, donc, comme on l'a abordé tout à l'heure, là, on a une mission en Arménie qui démarre. Et c'est vrai, si vous pouvez nous aider par des subventions, par des dons pour cette mission, ben, vous êtes bienvenus. Nous allons mettre sur notre site l'adresse de votre ONG, l'Action Santé pour les femmes. Professeur Jean-Philippe, je vous remercie. Et merci, je remercie professeur, et bravo. Également Agnès. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vraiment.